Mon arrière-grand-père a vécu plus de 20 ans en Amérique du Sud. Que me restait-il de cette histoire? Quelques objets, des lances d'Indien accrochées au mur de mon enfance, à l'âge où je lisais Tintin et Jules Verne. Je me souviens de la famille parlant d'immenses territoires en Amazonie, d'Indiens réducteurs de tête, d'intérêts mirifiques qui dormaient là-bas. Là, c'est mon grand-père, sans doute en train de me raconter, songeur, quelques péripéties de sa vie. Lui aussi a vécu plus de 20 ans en Amérique du Sud. Hélas, je n'ai pas pris assez de temps pour l'interroger sur les aventures de son père. Que s'est-il réellement passé? La fortune de mon arrière-grand-père a-t-elle vraiment existé? Où était la vérité dans ces bribes d'histoire et ces légendes familiales qui me faisaient tant rêver? Je voulais savoir. Alors j'ai rassemblé les vieux documents dispersés dans les greniers de la famille et j'ai mené l'enquête afin de reconstituer le puzzle. Et je vous emmène sur les traces de mon arrière-grand-père. La vie de Julien Fabre débute en Catalogne. Il est né en 1865 à Vinçà, près de Perpignan. Depuis des générations, la famille y possède et cultive quelques arpents de terre. Thérèse, une de ses filles, a rédigé le premier chapitre de la vie de mon arrière-grand-père. Comme tous les enfants de son âge, Julien aide ses parents, participant aux travaux des champs. Mais surtout, il fréquente l'école, qui n'est pas encore obligatoire, où il prend goût à la lecture et au calcul. Vers l'âge de 15 ans, Julien fait une rencontre qui va changer son destin. Son père est fermier sur les terres de la riche Madame Ribes et de son gendre, Alfred Sauvy. Ce dernier possède de grands domaines viticoles et l'une des plus importantes maisons de négoce de vin de la région. Il propose à mon arrière-grand-père de venir travailler pour lui. Julien ne veut pas laisser passer sa chance et accepte la proposition. Il quitte la maison familiale et vient habiter dans le centre de Perpignan, où Alfred Sauvy lui aménage une chambre dans son hôtel particulier. Mon ancêtre apprend le métier du vin, la comptabilité et le commerce. Mais il a un autre rêve. Il a attrapé, très jeune, le virus des voyages. Un jour, Espérance Ribes, qui l'avait beaucoup encouragé dans son travail scolaire, lui a prêté la Jangada de Jules Verne. C'est pour lui une révélation. Il trouve là des héros, des événements, un monde qui l'enthousiasme. Il aime se rendre à Port-Vendre parce que tout y parle de grands départs et d'évasion. En plus du français et du catalan, que mon arrière-grand-père parlait couramment, il a aussi appris l'espagnol. Et puis j'ai retrouvé un de ses carnets que chaque jour il rédige en anglais. Et là, surprise, alors que son avenir professionnel semble assuré, il décide de s'engager dans la marine. Il s'apprête à partir avec François Bacot, son ami d'enfance de Vinçà. Mais Alfred Sauvy intervient personnellement pour le faire réformer. La déception de Julien est immense. Il veut démissionner, mais Alfred Sauvy lui propose le poste de fondé de pouvoir. Il a 21 ans et accepte la proposition. L'année suivante, il épouse Thérésine Parère, la fille d'un marchand de grains de Vinçà. Le jeune couple s'installe à Perpignan. 4 enfants naîtront de leur union. À la mort d'Alfred Sauvy en 1894, mon arrière-grand-père, âgé de 29 ans,
se retrouve à la tête de la maison de vin. Louis Sauvy, l'héritier, est plus jeune que Julien et surtout davantage féru de poèmes grecs que de commerce. En 1900, l'affaire tourne mal. L'un achète-t-il trop? L'autre rate-t-il des ventes? Louis Sauvy dépose le bilan. Mon arrière-grand-père décide alors d'emprunter et de racheter le magasin de vin que les deux hommes venaient d'ouvrir à Paris. Et au cours de l'année 1901, Julien Fabre s'installe dans la capitale avec sa femme Thérésine et leurs 4 enfants. Après des débuts difficiles en raison des dettes, les affaires semblent marcher tranquillement, sans doute parce que les élans de Julien sont tempérés par la sagesse de Thérésine. Lorsqu'en 1905 réapparaît François Bacot. Le vieil ami d'enfance, qui s'était engagé dans la marine, vit en Équateur depuis une dizaine d'années. Il tient une boulangerie à Guayaquil, le grand port de la côte pacifique. Il vient de signer avec le gouvernement équatorien un premier contrat de colonisation de terres riches en caoutchouc. Mais il lui faut des partenaires. Julien retrouve ses rêves d'évasion et les deux hommes s'associent. Comme le caoutchouc est l'or blanc de l'époque, mon arrière-grand-père trouve un consortium hollandais qui investit l'équivalent de 15 millions d'euros. Et il se retrouve, à 45 ans, associé de la compagnie caoutchoutière franco-hollandaise de la Haute-Amazonie. Il part coloniser 1 250 000 hectares, 3 fois la surface de son département d'origine. Le 26 janvier 1910, il embarque avec Van der Rest, le directeur hollandais. Il laisse derrière lui Thérésine et leurs 4 enfants, âgés de 11 à 21 ans. Mes bien-aimés, encore une bonne et affectueuse accolade à chacun avant de monter sur le paquebot, plein de courage et rempli d'espérance. Le voyage dure 25 jours. Ils traversent l'isthme de Panama en train et arrivent enfin à Guayaquil. À peine débarqués, ils apprennent que François Bacot est en prison. Tú eres perla que surgiste del más grande ignoto mar, y si al son de su arrullar en jardín te convertiste. Me voici en Équateur et l'enquête commence par un mystère. Malgré mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver le motif de cet emprisonnement. Quatre jours plus tard, mon arrière-grand-père et Van der Rest arrivent à Quito. Dès le lendemain, Julien rend visite au président de la République, Eloy Alfaro, pour demander la libération de son ami d'enfance. Ce qu'il obtient dans la semaine. Le délit de Bacot ne devait pas être trop grave. Mais cela dit, quel intérêt avait donc Eloy Alfaro à préserver ces Européens? En la época en que gobernaba el país Eloy Alfaro, la nación no estaba consolidada. Era una nación muy diversa, con 3 regiones muy diferentes entre sí. Una región de litoral o costa, una región interandina y una región amazónica o oriental. Et depuis des décennies, Pérou et Équateur se disputent cet oriente. La Amazonia ecuatoriana era demasiado alejada y tenía una mínima población y por lo tanto la nación ecuatoriana no hacía actos de posesión real. Por eso, el conceder a Julien Fabre
una superficie de 1.250.000 hectáreas era una buena cosa para asegurar el uso de la tierra y alejar de esa manera la posibilidad de que nuestro vecino, el Perú, tenga ambiciones sobre ese territorio lejano. Nos trois associés se répartissent les tâches sans tarder. Dans le mois qui suit, Bacot part vers les concessions avec les ouvriers qui vont ouvrir les voies d'accès. Fabre et Van der Est engagent pendant ce temps les dizaines de colons équatoriens qui vont exploiter les terres. Puis Maciel Van der Est repart pour la Hollande. Objectif, recruter des colons européens. Et 3 mois après son arrivée, mon arrière-grand-père prend la direction des territoires. Julien reste quelques semaines à Riobamba, première étape de son périple. Il achète le matériel nécessaire à l'exploitation, embauche 80 porteurs et prépare l'expédition avec l'aide des autorités. Le 3 juillet 1910, le gouverneur Pedro Roman fait ses adieux à Julien Fabre. Le lendemain, la colonne s'ébranle pour franchir la cordillère des Andes. Dans son journal, Julien Fabre note: Mercredi 5 juillet, levé 4h30 du matin à Caliata. Nous empruntons une route dangereuse à certains endroits jusqu'au plateau d'Attilio, où nous sommes arrivés à 2h de l'après-midi, marchant depuis 7h30 à cause de la perte de 3 chevaux. Dimanche 10 juillet, Zuniac. Levé 6h, vite déjeuner, départ vers Tchanala. Chemin affreux. La colonne met 11 jours pour parcourir cette centaine de kilomètres qui mène à Macas. Et voici mon ancêtre à la porte de ses concessions. Así que encontraron la inmensidad, el encanto del ambiente creado por Dios y todavía no tocado por los hombres. Encontraron lo auténtico original, donde el hombre, aparte una pequeña Gea Shuar, donde el hombre todavía no había alterado. Mais ce sont justement ces Indiens chouars qui inquiètent mon arrière-grand-père. Ils sont à cette époque plus connus sous le nom de Jivaros, les fameux réducteurs de tête. Ce matin, j'ai vu longuement le révérend père Andrés Sosa, qui a été 9 années près de la vallée du Morona et connaît admirablement les Jivaros, dont il nous a raconté les tristes mœurs et coutumes. Pourtant, le premier contact de mon ancêtre avec leur chef se passe au mieux. Mais comment s'y est pris Julien Fabre? Para los Shuar era importante tener relaciones con gente de afuera, ¿no? Lo cual les daba prestigio. De pronto alguien, su abuelo se contactó con un jefe de una familia
No puedo decir si eso es cierto, pero seguramente se contactó y el jefe Shuar, para él es interesante recibir cosas de afuera para tener más estatus social dentro del grupo familiar, ¿no? Esa idea de solidaridad, de intercambio, es como una forma de economía tradicional de los Shuar. Et puis mon arrière-grand-père note au dos d'une photo les Chouars venus écouter le phonographe. Cela aurait-il contribué à créer un climat de confiance? Sabe que los Shuar nos encanta la música y la curiosidad que tenían en ese tiempo, ¿no? Ver una grabadora o alguna cosa que para los Shuar era importante. O sea, los Shuar en general son amigables, siempre y cuando no les afecte su integridad, ¿no? Esto es lo que a mí también me despierta maravilla. Debe haber sido un hombre con mucho don de gente, que seguramente impresionó y supo hacerse acompañar por elementos también de ascendiente entre los Shuar. 15 jours plus tard, tout est prêt, et mon arrière-grand-père peut donc s'élancer en direction du Morona. Más tarde, los salesianos, el padre Carlos Crespi Croci, él repitió la hazaña por el Santiago en 1923. Y el Ecuador fue el teatro donde él sacó la primera película filmada en el Ecuador, Los Invencibles Shuar, algo así. Gué dangereux, grosse pierre, courant impétueux, il a fallu s'attacher et user de grosses barres. La nuit noire nous a surpris en nous obligeant à coucher à mi-côte, à cause du grand danger qu'offre l'ascension dans les précipices. Et l'on continue à passer durant toute la journée ces collines magnifiquement boisées. Il faudra une semaine à mon arrière-grand-père et toute la troupe pour rejoindre, épuisé, le camp de base où les attend François Bacot. Les premières installations sont montées, et ce sont donc quelques 250 colons qui s'apprêtent à commencer l'exploitation de ces terres pleines de promesses. Tout continue de bien se passer avec les Indiens Shuar, en fait peu préoccupés de leur présence. Pero en esa época, yo les diré que todavía no existía de pronto una conciencia de eso, de que cualquier empresa extranjera representaba también intereses de poder. Más bien los veían como amigos. Julien Fabre, rassuré, s'occupe déjà de l'étape suivante. Il a rendez-vous à Iquitos, sur le fleuve Amazone, avec Maquiel van der Est. À peine quelques jours de répit, le temps de construire un radeau, et mon arrière-grand-père va repartir avec une poignée d'hommes pour s'enfoncer davantage dans la mystérieuse Amazonie. Así que mi admiración, hermano, porque van a emprender un viaje que es un sueño. Depuis le début, nous suivons les traces de mon ancêtre. Mais cette fois, jusqu'où va-t-il nous emmener ? Mon ancêtre va profiter de la descente
pour repérer les points de ramassage du caoutchouc et organiser l'évacuation du précieux produit vers l'Atlantique. En même temps, il réalise le relevé topographique encore inexistant du Morona. Au fil de l'eau, Julien Favre étudie aussi les richesses de la faune et de la flore de l'Amazonie, rédigeant un rapport détaillé pour les actionnaires hollandais. Voilà 14 jours que mon arrière-grand-père a entamé sa lente navigation lorsque la chance lui sourit. Un caboteur régulier, rencontré sur le fleuve, embarque la petite troupe. Como nadie, lo están pagando los dos. La runa mula, la runa mula, la runa mula nos va a matar. Il débarque finalement le 29 septembre à Iquitos, en territoire péruvien. Mon ancêtre apprend que Vanderest ne sera là que dans un mois. Il arrive de Liverpool via Belém et Manaus, accompagné de 160 autres colons européens qu'il a recrutés. Sans attendre, Julien Favre rencontre les autorités portuaires et différents prestataires qui feront transiter le caoutchouc. Iquitos sera la plaque tournante de l'activité des concessions. Le 29 octobre, Vanderest et les 160 colons arrivent. Mais très vite, la situation se dégrade. La presse d'Iquitos se déchaîne. Comment des colons européens, munis d'un contrat signé avec l'Équateur, l'ennemi héréditaire, peuvent-ils prétendre exploiter des terres qui sont revendiquées par le Pérou? Une visite de plus de 2 heures au préfet n'y fera rien, car le journal officiel de l'Équateur vient de publier le contrat de colonisation de mon arrière-grand-père, modifié à son insu. Le Sénat équatorien a transformé l'article 1 qui stipule maintenant en toutes lettres que les colons travaillant sur les terres concédées ne doivent pas être de nationalité péruvienne. Cette provocation du Sénat de l'Équateur sert de prétexte à la colère du Pérou. Le préfet emprisonne donc Julien Favre et tous ses complices, confisque leurs bateaux et tout le matériel, leur interdit l'accès aux concessions et enfin les expulse manu militari vers l'Europe le 6 décembre 1910. L'escale de Manaus au Brésil permet de prévenir l'Équateur et les associés hollandais.
là, en continuant de descendre le fleuve Amazone vers l'Europe, à quoi peux-tu bien penser, mon cher ancêtre? Au désastre financier, aux sommes colossales investies par les Hollandais, à toute cette énergie dépensée peut-être pour rien? Ou bien prends-tu le temps d'admirer le décor qui t'entoure, te sentant au cœur de cette vie aventureuse dont tu rêvais? Me reviennent à l'esprit les mots de Thérèse, ma grand-tante. C'est ici même, dans ce décor, que se déroulent les aventures du livre de Jules Verne, La Jangada, cette embarcation faite de troncs d'arbres sur laquelle dérive le héros entre Iquitos, Manaus et Belém. Mon arrière-grand-père continue de caresser ici ses rêves d'Eldorado. Aventurier de l'Amazonie, rêve-t-il déjà de repartir? En arrivant à Paris fin décembre, il trouve un cablogramme signé du président équatorien Eloy Alfaro. Dans Tierras de Oriente, l'historien Pío Jaramillo confirme. Le général Eloy Alfaro demanda à M. Fabre de revenir pour persévérer dans son entreprise. La historia le recuerda básicamente por eso. Fue un gran constructor Eloy Alfaro. Trató de integrar el país en base al ferrocarril. Le Pérou interdisant le passage par l'Amazonie, le président équatorien et mon arrière-grand-père imaginent une autre solution pour exporter le caoutchouc. Construire une ligne de chemin de fer reliant l'Amazonie au Pacifique. D'autant que le canal de Panama, bientôt terminé, facilitera les échanges vers l'Europe. Julien Fabre obtient donc le feu vert de ses actionnaires hollandais. Et voilà que juste avant son nouveau départ, il apprend un tragique épisode survenu après son expulsion d'Iquitos. Pío Jaramillo raconte. Les Péruviens envoyèrent un détachement militaire avec ordre de s'emparer du matériel et de détruire les camps de base de la compagnie franco-hollandaise. Ils assassinèrent Vargas et Garcia qui s'opposaient au pillage. Et une autre nouvelle, plus incroyable encore, lui parvient. Le président Alfaro, son allié en Équateur, vient d'être destitué. Malgré tout, mon ancêtre reprend le bateau à destination de l'Équateur, comme prévu, le 15 août 1911. Il emmène son fils, prénommé lui aussi Julien. Mon grand-père, alors âgé de 19 ans, se lance dans l'aventure. Cette fois, au passage à Panama, ils doivent regarder la construction du canal avec un œil très intéressé. Dans combien de temps les Nord-Américains termineront-ils les travaux débutés par le Français Ferdinand de Lesseps? Et à peine débarqués à Guayaquil, nouveau coup de théâtre. Ils apprennent que leur projet de chemin de fer est en passe d'être voté au Sénat en faveur d'un concurrent nord-américain. Ils adressent immédiatement un télégramme au nouveau président pour lui annoncer leur arrivée. Et ils prennent juste le temps de rencontrer Baco. Mon grand-père écrit dans son journal « La conversation n'a pas été froide, mais glacée. » Pourquoi? Je ne le saurai jamais. Mais l'amitié entre Julien Fabre et François Baco n'aura pas résisté aux événements des derniers mois. Te dirá mi corazón, Guayaquil, de mí.
Julien Fabre, père et fils, doivent maintenant regagner Quito aussi vite que possible pour faire arrêter le vote imminent du Sénat. Ces 4 jours de train ont dû leur paraître interminables. Enfin arrivé à Quito, Julien père rencontre le président, Emilio Estrada, et obtient ce qu'il voulait. La suspension du vote du projet de chemin de fer du Nord américain. Pendant 1 mois, l'empoignade entre ce Morlaix et Fabre va être acharnée. Articles dans les journaux, tracts distribués en ville, séances secrètes au Sénat, chassés croisés et rencontres furtives avec les ministres. Au plus fort de la tourmente, mon arrière-grand-père écrit: Depuis 1 mois, je ne vis pas et je suis constamment sur la brèche, à écrire pour défendre mon affaire par tous les moyens. Avoir été la victime des Péruviens me pose aux yeux de tout Équatorien comme un général capable de sauver leur Oriente. Je suis maintenant l'homme le plus populaire de la République. En ayant fait valoir sa fibre patriotique, mon arrière-grand-père finit par gagner contre Morlaix. L'Équateur signe avec lui le contrat de chemin de fer le 18 octobre 1911. Et Emilio Estrada déclare à cette occasion: « L'avenir de ce chemin de fer sera la revanche des Français sur les Américains, ravisseurs de l'idée de Lesseps à Panama. » Mais le président meurt en décembre, une révolution s'ensuit en janvier, et le putsch du 5 mars permet au général Leonidas Plaza de prendre le pouvoir. Julien Fabre s'attelle à ce projet démesuré. Car vouloir relier l'Amazonie au Pacifique, c'est devoir traverser une barrière naturelle, la cordillère des Andes, qui culmine à plus de 6000 mètres. En avril, un ingénieur militaire français arrive pour réaliser l'étude. Julien fils est aussi de l'expédition. Nous quittons la capitale pour aller faire un voyage dans les provinces du Sud, voir les municipalités des villes où passeront les lignes de chemin de fer. Après des mois de travail, le 17 septembre, mon arrière-grand-père remet aux autorités le rapport final. Es un contrato que resulta demasiado caro para las posibilidades económicas del Ecuador. Es imposible hacerlo, no hay los medios suficientes y por eso se lo abandona. Mon arrière-grand-père ne veut pas renoncer. Appuyé par l'historien devenu député, Pío Jaramillo, par le sénateur Agustín Cueva et par de nombreux élus du Sud, Julien Fabre propose au général Leonidas Plaza l'étude d'un autre tracé pour franchir la cordillère. Et il obtient sa signature le 17 mai 1913. Julien fils, mon grand-père, doit abandonner ses aventures équatoriennes et rentre en France pour accomplir son service militaire. Mon ancêtre embauche une nouvelle équipe d'ingénieurs et les accompagne sur le terrain. Comme le précédent, ce tracé part des concessions, puis attaque la cordillère des Andes, mais par un passage moins élevé. El segundo contrato, que es mucho más al sur, va por Loja, tiene la ventaja de una más fácil extracción del caucho. Y además, desde el punto de vista de integración, integra mejor a esta difícil geografía ecuatoriana. Pour les États du Sud, ce tracé est une ouverture vers la côte pacifique.
le chemin de fer doit redescendre par Zaluma en direction de Puerto Bolívar. Cette fois, l'étude est un succès. Les travaux sont approuvés par décret et le général Léonidas Plaça donne son accord présidentiel de paiement. Julien Fabre, l'homme de l'Amazonie, l'explorateur, le cartographe, est maintenant un personnage reconnu. Nous sommes en juin 1914, mais faute d'argent, l'Équateur diffère la construction de la voie ferrée. Alors en attendant, Julien se lance dans d'autres activités et s'installe dans le pays. Il est nommé chancelier de la légation de France, l'ancienne ambassade, et devient administrateur d'un hôtel. On le trouve aussi correspondant de presse. Pendant ce temps, en Europe, la guerre de 14 fait rage. Julien fils a été mobilisé. Il retrouvera la famille en Catalogne à la fin de la guerre. À Guayaquil, en août 1915, celui qui a emmené mon arrière-grand-père dans toute cette aventure, l'ami d'enfance, le complice, François Bacot, meurt à 47 ans. Il restera décidément un personnage bien mystérieux. À Quito, voilà maintenant 2 ans que d'un gouvernement à l'autre, on n'a toujours pas entrepris la construction du chemin de fer. On rechigne à finir de payer les études réalisées par Julien Fabre et surtout, la reconquête des territoires amazoniens n'est plus une priorité. L'Équateur laisse le Pérou s'installer durablement. Mon arrière-grand-père pose une protestation officielle en décembre 1916. Les atermoiements vont durer encore 8 ans. La gran dificultad en la época es la falta de una estabilidad política. Y esta dificultad de gobernar en una forma estable hace que los gobiernos se sucedan con frecuencia unos a otros. Mon ancêtre, devenu représentant officiel de la légation de France, jouit d'un poids suffisant pour obtenir les interventions d'Aristide Briand en 1921, puis de Raymond Poincaré l'année suivante. Et pendant ce temps, il continue d'explorer le pays. Les Hollandais, lassés, ont renoncé à leurs capitaux investis. Et voilà qu'en 1924, l'ancien complice, l'historien Pío Jaramillo, est devenu ministre de l'Intérieur et des Travaux publics. Sous son impulsion, le gouvernement équatorien fait enfin un geste et verse à Julien Fabre l'équivalent de 300 000 €, une partie minime de la dette accumulée. Mon ancêtre est maintenant parti du pays depuis 13 ans et la famille le réclame de plus en plus. L'une de ses filles, Lucie, lui écrit. Nous nous heurtons non plus à cette impossibilité matérielle que vous alléguiez, mais à votre volonté de rester là-bas. Lucie voit juste, et non seulement mon arrière-grand-père ne rentre pas, mais il invite la famille à le rejoindre. Et le 15 novembre 1925, Thérésine, âgée de 60 ans comme lui, prend le bateau pour rejoindre son aventurier de mari. Elle vient avec 2 de ses filles, Thérèse et Lucie, accompagnée de son mari Maurice et de leur fils Claude, âgé de 18 mois. Mon arrière-grand-père est installé sur la place de l'Indépendance, le lieu influent de Quito. Esta Plaza Grande es efectivamente el centro del poder, porque está el Palacio Presidencial, es decir, el Poder Ejecutivo. A un lado está la Catedral, es decir, el poder de la religión. Y al otro lado está la alcaldía. Después un lugar casi sagrado para los ecuatorianos. E incluso la casa en que vivió Julien Fabre ahora es la residencia oficial del alcalde de la ciudad de Quito.
La jeune génération travaille dans l'import-export et Lucie et Maurice ont un second enfant, une fille prénommée Annie. Julien père, quant à lui, multiplie les idées d'affaires et de commerce en maintenant la pression sur le gouvernement pour ce qui est devenu la dette Fabre. Et les mois passent dans la fréquentation du monde politique, diplomatique et des affaires. Mais la famille ne s'habitue guère à cette vie coloniale et 3 ans plus tard, Thérésine et les enfants rentrent à Perpignan. Mon arrière-grand-père reste en Équateur jusqu'en 1931. Et c'est la maladie qui le fait rentrer 21 ans après son départ. Le 9 juin 1934, à l'âge de 69 ans, il décède parmi les siens en terre catalane. Notre histoire aurait pu s'arrêter ici. En 1942, le Pérou réussit à se faire attribuer nos fameux territoires en litige. Pourtant, l'Équateur n'a pas oublié Julien Fabre, son explorateur amazonien. En 1949, 15 ans après sa mort, pour une raison qui m'échappe totalement, le pays manifeste son intention de payer la dette Fabre. Julien fils est mandaté par la famille pour représenter les héritiers Fabre et solder cette vieille affaire. Et il part à son tour en octobre 1950. Certains descendants se souviennent l'avoir entendu dire « Je serai de retour à Noël », mais il a oublié de préciser l'année. Il va rester en Équateur pendant 23 ans. Mon grand-père a 59 ans. Il revient dans ce pays qu'il avait connu et aimé à l'âge de 20 ans, en accompagnant son père. À son arrivée, l'Équateur ne confirme pas ses intentions de payer aussi rapidement que prévu. Il faut dire que les sommes en jeu sont colossales. L'argent investi dans la colonisation et les études ferroviaires non soldées représentent encore l'équivalent de 2,5 millions d'euros. Mon grand-père fait une proposition au gouvernement équatorien. Ne payez que le tiers de la somme que vous nous devez, et en compensation, offrez-nous 40 000 hectares de terres vierges cultivables. Le président de la République, Galo Plaça, lui déclare être enthousiasmé par cette idée. Il est le fils du signataire d'un des contrats de Julien Fabre père. Confiant, 6 mois après son arrivée, mon grand-père part en expédition. Il va reconnaître une zone du pays encore inexplorée et observe en détail les ressources du terrain. Peu de temps après, il est rejoint par son épouse, Solange. Ils s'installent à Quito et très vite, nouent des connaissances. Il est venu, il recrutait un petit peu les peu de Français qu'il y avait à l'époque, parce qu'il y en avait très très peu. Il a dit voilà, je suis Julien Fabre, je suis de Perpignan et j'essaie de prendre des contacts avec les différents Français qu'il y a dans ce pays. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés presque à son arrivée à Quito. Il s'était installé dans le centre de Quito, dans l'immeuble qui fait l'angle de la calle Chile et Venezuela. Dans l'immeuble Pérez Pallares, il avait son bureau au premier étage. Et il importait de France des spiritueux, des vins, des apéritifs, des choses comme ça. C'est lui qui a eu l'idée de rassembler d'une façon différente les Français. Et c'est là qu'on a eu l'amicale des Français de l'Équateur. Mais au départ, c'était un rassemblement, c'était un lieu de rencontre.
L'origine de l'Alliance française est là. C'est là où s'est créée l'Alliance française, sous les auspices de l'ambassade de France, bien entendu. Pendant ce temps, les gouvernements changent et la négociation concernant le litige de l'arrière-grand-père traîne en longueur, malgré la volonté d'aboutir affichée par le nouveau président Velasco Ibarra, francophile convaincu. Les deux parties s'en remettent à une commission d'arbitrage qui rend sa sentence en 1956. La créance Fabre est finalement reconnue pour un tiers de sa valeur, mais sans les 40 000 hectares de terre. Et la dette, payable en 10 ans, est inscrite au budget de la nation. Huit ans après, rien n'aura encore été payé. Un voyage officiel du président Charles de Gaulle à Quito relance la négociation, immédiatement annihilée par un incident diplomatique avec la junte au pouvoir. Pendant toutes ces années, Julien Fabre fils organise sa vie en Équateur comme l'avait fait son père. Il devient secrétaire général de l'Alliance française et son action en faveur des Français dans le pays lui vaut d'être décoré de la Légion d'honneur. Mais c'était un homme très chaleureux, toujours prêt à faire quelque chose pour les autres. Plusieurs années de batailles juridiques s'enchaînent, qui transforment l'affaire Fabre en affaire d'État. Les efforts diplomatiques des services des affaires étrangères français aboutissent finalement, en 1966, à un accord conclu entre les deux pays. La dette Fabre sera payée par un pourcentage des exportations de bananes équatoriennes vers la France. Un seul contingent est expédié, en 1970, mais qui ne permet de rémunérer que quelques avocats et intermédiaires divers. Solange ne peut plus supporter le climat équatorien. En 1973, mon grand-père décide donc de rentrer au pays. 3 ans plus tard, le 12 décembre 1976, à l'âge de 85 ans, il décède parmi les siens en terre catalane, comme mon arrière-grand-père. D'après un avocat équatorien, au début des années 80, toutes les dettes de l'Équateur à la France auraient été soldées, y compris la dette Fabre. À qui et pour quel montant ? Moi, je ne suis pas venu jusqu'ici pour chercher fortune. Et mon grand-père, lui, qu'était-il venu chercher ? Mais oui, tout ça, ça va aboutir, j'en suis là, le procès fonctionne très bien, j'ai un très bon avocat, on va récupérer ceci, on va récupérer ça. Mais je dois vous dire, vu l'amitié qu'il me portait vers lui, que c'était un prétexte. Plutôt, il savait que c'était irrécupérable, mais c'était une des raisons, surtout de convaincre votre grand-mère. Il y avait tellement d'attaches sur ce pays, il aimait tellement ce pays, il aimait tellement les gens de ce pays. Et l'Équateur, c'était un prétexte, je dirais, pour rester, rallonger son séjour ici. Mon cher grand-père, tu serais donc venu vivre en Équateur pour retrouver les émotions que tu avais connues avec ton père lorsque tu étais tout jeune. Comme lui, tu es parti pour vivre enfin un rêve d'enfance. Tu es bien son héritier. Car toi aussi, cher arrière-grand-père, tu t'es obstiné à vivre la vie dont tu rêvais, que tu avais choisie.
dans tous ces documents, toutes ces archives que tu nous as léguées et que la famille m'a confiées, je sais maintenant que tu voulais nous transmettre, à nous, tes héritiers, que l'on peut toujours aller jusqu'au bout de ses rêves. Merci pour ce magnifique héritage. Voilà l'histoire de M. Julien Fabre qui a laissé des traces à l'Équateur. Allá mañana ya parte. ¡Wow! Así su abuelo se ganó la confianza de la gente, entonces ya. Il y a une dette toujours impayée à la famille Fabre. On vous doit toujours de l'argent, non? Ça c'est vrai, on le reconnaît.